nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux professeurs marseillais, Messieurs Benjamin Guillet et Philippe Garriguet, qui vont parler de l'imagerie in vivo comme outil de réduction et de raffinement chez l'animal de laboratoire. Et Messieurs Guillet et Messieurs Garriguet sont professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Ils travaillent dans les hôpitaux universitaires de Marseille, dans le département des médicaments et sécurité sanitaire, dans les centres de recherche cardiovasculaire et dans les centres européens de recherche d'imagerie médicale CERIMED. Donc, ils sont des vrais experts dans la matière et je laisse la parole au professeur. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, j'espère que vous nous entendez parce qu'on n'a pas de retour. Donc, on va démarrer. Hein. Puis, vous nous ferez signe si vous ne nous entendez pas. On entend très bien. Allez, parfait. Alors, on y va. Bonjour. Donc, avec le professeur Garrigue, donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un overview de l'imagerie corps entier. On ne va pas parler de l'imagerie microscopique, par exemple, hein, ce qu'on appelle de l'imagerie in vivo corps entier, et de voir ce que ça nous a apporté, nous, dans nos pratiques de recherche depuis une quinzaine d'années, et surtout ce que ça nous permet en raffinement, en réduction pour ce qui est de l'expérimentation animale. Alors moi, je vais présenter très brièvement, les grands principes de l'imagerie, et je vais insister sur une modalité d'imagerie parce que ça fera trop catalogue de présenter toutes les modalités d'imagerie, mais bien évidemment, dans chaque application, la réflexion sera la même au niveau de l'impact sur nos pratiques dans nos campagnes expérimentales. Alors, je vais centrer donc cette présentation essentiellement sur l'imagerie isotopique, l'imagerie nucléaire, qui est plus l'imagerie pour laquelle nous sommes experts. Mais si on place... je ne peux pas parler d'imagerie sans présenter les autres modalités d'imagerie. Alors, je vais le faire très brièvement et en ressortant très brièvement pour chaque modalité les applications et ce qu'on ne peut pas faire avec chacune d'elles. Et après, on basculera sur l'imagerie isotopique. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais ici, c'est les principales modalités d'imagerie qu'on peut utiliser en expérimentation animale et en clinique, même pour la plupart d'entre elles. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le scanner. Le scanner, c'est donc des rayons X qui vont traverser un organisme et on va faire une imagerie d'atténuation qui va nous permettre d'avoir une imagerie très résolutive qui sera une imagerie anatomique, ça c'est important, c'est un des mots importants, ça va donner une idée sur la forme des organes avec une excellente résolution. Le problème, c'est que ça va être une imagerie pour les tissus denses, parce que seuls les tissus denses vont atténuer ces rayons X. Et donc, on va avoir une très bonne résolution sur l'os, par exemple, sur les tissus osseux, et on a des moyens pour rehausser le contraste de certains organes mous, compartiments mous, tels que le compartiment vasculaire, où on peut injecter des produits de contraste. Voilà. Un des inconvénients, c'est que ça émet des rayonnements ionisants, donc la mise en place est un petit peu complexe avec des autorisations, notamment auprès de la sûreté nucléaire. On a également l'imagerie magnétique. Alors l'imagerie magnétique, on utilise un autre système. On va, dans un champ électromagnétique, venir exciter, par exemple, pour faire très brièvement des molécules d'eau et récupérer un signal de relaxation qui va se créer à partir de cette excitation et qui va nous permettre d'obtenir une imagerie également anatomique de très bonne résolution, mais cette fois-ci des tissus non denses, donc c'est très intéressant pour les tissus mous. Et on peut avoir également une imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple d'aller voir l'activité myocardique. On peut venir voir in vivo, caractériser la physiologie ou le modèle physiopathologique que l'on étudie d'un point de vue fonctionnel. Ça veut dire comment fonctionne l'organe, par exemple mon ventricule gauche, comment il travaille et comment il expulse lors de la systole son contenu, par exemple. On peut avoir une imagerie métabolique, c'est-à-dire je vais venir mesurer par imagerie ce qui se passe dans mon tissu. Et on a la possibilité, en imagerie magnétique, de venir mesurer la concentration de certains constituants, par exemple comme du glutamate. Cela marche, mais attention, on a un niveau de sensibilité qui n'est pas très important, où on va descendre à pouvoir mesurer des processus, des constituants de l'ordre d'une centaine de micromolaires, voire une dizaine de micromolaires, mais vraiment pas plus. Voilà. Donc, on a de l'imagerie anatomique, de l'imagerie fonctionnelle, de l'imagerie métabolique, avec une sensibilité qui est limitée à pas plus loin donc, de 100 micromolaires, mais ce qui n'empêche pas, il y a tout un tas de métabolites que l'on peut aller évaluer, des métabolites qui sont à concentration élevée.
L'imagerie échographique, c'est une onde ultrasonore, hein, on travaille avec une sonde et on va venir émettre l'onde ultrasonore au contact de l'animal, récupérer le signal de réflexion et reconstruire, en fonction de l'atténuation de cette onde ultrasonore, une information. Ça va nous donner une nouvelle fois une imagerie anatomique, la forme des organes. On va pouvoir avoir également une très bonne résolution. On peut également venir mesurer les perfusions. Alors, ça dépend des diamètres des artères que l'on vise, sans agent de contraste, mais également, on peut aller plus loin, plus précisément, vous allez travailler sur des artères plus petites en utilisant des agents de contraste. Alors, c'est une technique qui est redoutablement efficace, mais elle nécessite une maîtrise de l'opérateur, parce qu'elle n'est pas facile à maîtriser. Et par contre, on ne peut pas aller visualiser ce qui est caché derrière un tissu dense. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites comme nous de l'ischémie cérébrale, la boîte crânienne va vous empêcher de pouvoir faire des imageries. L'imagerie nucléaire, je vais aller très rapidement parce qu'on va en parler longuement tout à l'heure. On va utiliser la radioactivité que l'on va accrocher à des vecteurs pour aller cibler un processus. Et on va injecter ce qu'on appelle radiotraceur qui va se concentrer dans l'organisme sur la cible qui nous intéresse, par exemple un tissu apoptotique. Et après, il suffit de passer l'animal sous une caméra, d'aller détecter la radioactivité. Et là où la radioactivité s'est concentrée, nous permet, c'est là où s'active le processus que l'on vise, par exemple, de l'apoptose. Ça nous permet d'imager de l'apoptose dans les endroits qui concentrent très fortement la radioactivité. Alors, c'est une imagerie qui est dite moléculaire ou fonctionnelle, ça dépend des applications, mais moléculaire, on va aller voir ce qui se passe au niveau moléculaire. On va pouvoir cibler les processus qui nous intéressent à partir du moment où on a le radiotraceur. On a, avec cette modalité, la meilleure sensibilité. On va descendre avec les caméras TEP à des sensibilités jusqu'alors du femtomolaire. Ça, c'est les avantages. Par contre, on a la plus mauvaise résolution que l'on puisse avoir. Donc, pour cela, on a associé les caméras avec des scanners et on fait toujours deux acquisitions, une acquisition scanner anatomique et une acquisition isotopique que l'on va fusionner pour bien apprécier l'endroit de concentration de notre radioactivité. J'en dirai pas plus. Puis nous avons des équipements qui vont utiliser cette fois-ci le rayonnement lumineux visible, tel que la fluorescence ou la bioluminescence. Alors, visible jusqu'au proche infrarouge. Et cette fois-ci, c'est comme le microscope à fluorescence, on va injecter un traceur qui, cette fois-ci, sera couplé avec un fluorophore qu'on va exciter avec une longueur d'onde et avec une caméra, récupérer le signal émis. Pour la bioluminescence, cette fois-ci, on va transfecter les cellules greffées avec de la luciférase. Et comme la luciole, en injectant de la luciférine, les cellules exprimant la luciférase vont émettre de la lumière que l'on va détecter. Ce sont des techniques qui sont redoutablement efficaces parce que très faciles à mettre en place. Par contre, elles souffrent d'un problème, c'est-à-dire d'un manque de pénétration, de pénétrabilité dans les tissus, ou plutôt d'atténuation. Quand on ferme les volets, la pièce est noire. Ben, c'est pareil, dans l'organisme, lorsqu'on doit traverser des couches d'organes, on va avoir ce qu'on appelle une atténuation, le signal lumineux sera atténué. Donc ça marche très bien, mais attention, il y a des limites sur la puissance de détectabilité, mais également de quantification. Alors, et ça, c'est très important, parce que finalement, pourquoi on veut faire de l'imagerie? Nous, on veut faire de l'imagerie sur un animal entier parce qu'on va continuer nos expérimentations, nos protocoles qu'on a peut-être initiés in vitro dans des organismes entiers, et on a besoin de voir l'impact de nos traitements, de nos hypothèses physiopathologiques dans un organisme vivant. Et l'imagerie nous permet, sans sacrifier l'animal, ce qui est très important, d'avoir soit une information anatomique, quelle est la taille de ma tumeur, est-ce qu'on a une reconstruction osseuse, par exemple, on verra tout à l'heure, qui se fait bien, vite, rapidement. Une imagerie fonctionnelle, est-ce que mon rein fonctionne correctement? Est-ce que mon myocarde fonctionne correctement? Est-ce que mon cerveau fonctionne correctement? Et métabolique, c'est-à-dire quelle est la proportion de cellules en apoptose ou autre, on va le voir tout à l'heure. Et donc, ça nous permet d'explorer sur l'animal vivant de nouveaux concepts en physiologie, en physiopathologie, mais également pour évaluer l'efficacité de certaines drogues. Bien évidemment, ça a un impact très fort sur la réduction du nombre d'animaux que l'on va utiliser dans nos campagnes d'expérimentation, on va le voir tout à l'heure. Donc, des considérations éthiques très importantes, mais également un rehaussement de la rigueur dans les données scientifiques que l'on peut voir. Alors, cette rigueur, c'est uniquement si on oublie que l'on ne fait pas de l'art. Hein.
C'est-à-dire que image et science, ce n'est pas les couleurs qui nous intéressent. La seule chose qui nous intéresse, ce sont les quantifications. Et donc, lorsque vous allez, si vous avez besoin de faire de l'imagerie, que vous allez voir, ou que vous faites vous-même, ou que vous allez voir quelqu'un pour vous réaliser de l'expérimentation en imagerie, demandez des preuves de la validité de la quantification. On fait de la science, on a besoin de faire des tableurs Excel derrière, des traitements de données pour sortir des statistiques, on a besoin de valeurs qui soient exactes. Donc, soyez très critiques sur les quantifications que l'on peut vous fournir par imagerie. Et pour cela, il faut aussi un petit peu comprendre comment ça marche et quelles sont les limites. Une nouvelle fois, si vous faites de l'ischémie cérébrale et qu'on vous propose de faire de l'échographie, que vous envisagez de faire de l'échographie, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Alors, si on revient sur le principe de l'imagerie moléculaire, une des manières la plus simple de vous présenter à quoi ça sert, on va revenir sur la première application qu'on a réalisée chez le patient dans les années 40-50. C'est la thyroïde. Sur la gauche, vous pouvez voir une imagerie en IRM de la thyroïde avec une belle forme, hein, on voit bien la forme en papillon de la thyroïde. On a une imagerie anatomique. Donc, la thyroïde, elle est ici. Et à côté, vous voyez cette image qui est absolument désastreuse en termes de résolution. Bah, c'est les images que nous, on peut produire. C'est de l'imagerie isotopique qui nous permet d'avoir des images de mauvaise résolution, mais qui ne sont pas des imageries anatomiques. En fait, on a injecté à ce patient de l'iode ou du technétium, c'est pareil, hein, c'est deux isotopes, mais si on va dire que c'est de l'iode, parce que cet iode, notre organisme va l'utiliser, va le capter pour fabriquer nos fameuses hormones thyroïdiennes. Et ce qu'on va mesurer chez les patients, après avoir administré l'iode, on va aller voir comment cette iode radioactif s'est concentré dans la thyroïde en faisant une image. Et on veut voir sur cette thyroïde qu'on a une fixation homogène. Cette thyroïde a l'air de fonctionner normalement. Par contre, chez certains patients, on va avoir ce type d'images, qui sont des images où, vous voyez, on a une thyroïde qui fixe un petit peu et une autre partie qui fixe beaucoup. C'est ce qu'on appelle un nodule hyperfixant, une zone hypermétabolique qui a une très grande avidité pour l'iode, qui va être captée et on va fabriquer des hormones thyroïdiennes avec cet iode radioactif. Et si on regarde sur l'IRM, on voyait que cette partie, on avait effectivement une structure qui était un petit peu hétérogène. Mais l'anatomie nous donne qu'une idée de structure, pas plus. Donc, l'imagerie isotopique est tout à fait complémentaire. Elle va dire, oui, j'ai une anomalie anatomique sur cette thyroïde. L'imagerie moléculaire va dire, cette anomalie anatomique est en hyperfonctionnement. Alors, un des autres avantages, c'est que seule la thyroïde, les glandes salivaires ne vont pas garder l'iode, mais seule la thyroïde est capable de concentrer l'iode dans l'organisme. Donc, si votre patient, par exemple, ou votre modèle animal, a une tumeur métastatique, où dans l'organisme, on va avoir des petits tissus thyroïdiens qui vont se balader, qui vont se fixer, qui vont faire des métastases, mais ils vont garder la capacité de fixer cette iode. Et donc, finalement, ça va nous permettre de visualiser avec, rappelez-vous, une excellente sensibilité, la localisation de lésions métastatiques dans ce cas-là. Une nouvelle fois, vous voyez, nous ne sommes absolument pas des champions de la résolution. Ce n'est pas là-dessus que l'on prétend être bon, c'est sur la sensibilité. Alors, le principe, vous l'avez compris, il est clair. On prend quelque chose qui est utilisé dans l'organisme et on va le rendre radioactif pour l'injecter et suivre un processus. Par exemple, c'est le sucre. Hein. Le sucre, on l'a rendu radioactif. Alors, on a pris du glucose, on a remplacé le glucose par de l'hydroxyle en position 2, du glucose par du fluor, 18, qui est un isotope radioactif, et on l'injecte aux patients, aux animaux. Et ça va être reconnu, hein, parce que le fait de mettre du fluor à la place du noyau hydroxyle, l'organisme reconnaît cette molécule comme du fluor et va le consommer comme du sucre. Et donc, toutes nos cellules qui ont besoin de sucre vont le capter par le transporteur au glucose membranaire et l'exokinase va le piéger à l'intérieur de la cellule. Donc, lorsqu'on va l'injecter à un patient, par exemple, on va avoir cette fixation sur un patient à jeun, par exemple, uniquement les organes pour lesquels la fixation du glucose ne dépend pas de l'insuline. Bien évidemment, on l'injecte, donc on va avoir l'élimination par les voies urinaires, hein, mais on va avoir ici le myocarde et le cerveau qui concentrent le glucose avec une très grande avidité, et on va pouvoir voir chez ce patient, par exemple, qu'on a deux principaux lieux de fixation, le myocarde et le cerveau, ce qui est tout à fait normal. Mais dans certaines conditions un peu plus dramatiques, telles que des lésions
métastatique, avec un fort taux de renouvellement métabolique cellulaire, donc un gros besoin d'énergie, tous ces points noirs, ce sont des lésions métastatiques à vide de glucose parce qu'elles prolifèrent, elles ont besoin d'énergie. Et donc, en injectant ce glucose radioactif, on va détecter les foyers qui surconsomment ce glucose. Donc, ça va créer un signal radioactif et nos caméras vont permettre de refabriquer, de détecter la localisation et l'intensité de fixation. Alors, c'est du sucre radioactif. C'est absolument pas spécifique. Le sens du signal que vous allez avoir, c'est le vecteur qui le donne. Et si on voit chez ce patient aussi, on a une artérite, une inflammation des gros vaisseaux, par exemple, on retrouve une fixation importante de l'aorte, des carotides, par exemple, du sucre radioactif, parce que l'inflammation également crée une augmentation de la consommation en glucose. Vous entendrez peut-être parler de deux systèmes différents, ce qu'on appelle l'imagerie SPECT et l'imagerie TEP. C'est juste l'utilisation de deux radioactivités différentes, deux émissions. L'imagerie SPECT, c'est l'isotope qui émet un seul rayon. L'imagerie PET, c'est mon isotope qui va émettre deux rayons diamétralement opposés. Ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que pour nous, on a une bien meilleure sensibilité et résolution d'image. C'est le même patient ici, avec le même vecteur. Ici, on cible le récepteur à la somatostatine dans les deux cas. Et on voyait qu'en ciblant les mêmes tumeurs, les mêmes lésions, la même cible moléculaire, on n'a pas du tout la même sensibilité. Donc, l'imagerie TEP est bien plus performante en termes de sensibilité de résolution d'image. On ne va pas faire le catalogue. On a tout un tas de radiotraceurs disponibles en clinique, mais également en préclinique, plus en préclinique encore, qui nous permettent de venir caractériser d'un point de vue moléculaire ce qui se passe dans les différents modèles précliniques que nous allons évaluer. Du métabolisme glucidique jusqu'au remodelage osseux, de la synthèse de l'ADN, des récepteurs membranaires, des statuts hypoxiques des cellules, des cibles de la neuroinflammation et aujourd'hui, ce qui va bouleverser notre activité en clinique, la fibrose. Un processus complètement général, mais on a des traceurs qui permettent d'aller évaluer quel est le degré de fibrose, l'intensité du processus fibrosant dans les différents modèles ou chez les patients, par exemple. Notre modalité est essentiellement utilisée en oncologie, mais c'est juste par un manque de disponibilité de matériel. On a des applications dans le domaine de l'inflammation, dans le domaine de l'infectieux, dans tout un tas de domaines, de tous les processus ischémiques. Alors, un des exemples qu'on peut avoir, c'est par exemple la viabilité myocardique. En utilisant des isotopes qui sont soit des analogues du potassium et qui vont se piéger dans le myocyte myocardique, ou d'autres qui vont être piégés dans la mitochondrie, on peut voir, visualiser, on voit mieux sur cette diapositive, quel est le degré de viabilité de notre myocarde. Ici, vous avez le ventricule gauche, et vous voyez que sur ma zone lésionnelle, on peut, entre J6 et J30, venir voir quel est le niveau de viabilité et de restauration de la viabilité. Alors, c'est un peu plus complexe que la viabilité, parce qu'il y a deux niveaux d'interprétation d'image, mais vous voyez qu'on peut venir voir, visualiser chez l'animal de manière longitudinale la viabilité myocardique après ligature d'une coronaire. Si on va un petit peu plus loin, qu'on reste en cardiovasculaire, on peut caractériser ce qui se passe au niveau, par exemple, de la plaque d'athérome. Ici, c'est une image de chez nous, par exemple, avec des plaques d'athérome chez la souris. Donc, on voit bien la crosse de l'aorte. Je vous ai dit, l'échographie est très performante. C'est tout petit. On voit au niveau de la crosse de l'aorte, au niveau de la bifurcation carotidienne, des plaques d'athérome. Cette imagerie n'est qu'anatomique. On sait très bien que les plaques d'athérome, ce n'est pas la taille qui compte. Donc, par contre, on a différents processus qui vont influencer la rupture de la plaque. Par exemple, l'inflammation, la calcification, l'angiogénèse ou encore l'apoptose ou les processus nécrotiques. Et donc là, en utilisant différents types de radiotraceurs, on va pouvoir faire une imagerie multiparamétrique, on va pouvoir caractériser sur le même animal l'intensité de ces différents processus. L'inflammation, on ne parle pas de la qualité d'image, elle est déplorable. L'angiogénèse, ici on a un traceur qui cible l'angiogénèse, ici on a un traceur qui va cibler les microcalcifications, et ici on a un traceur qui va cibler l'apoptose. Ça veut dire que sur ce modèle, je suis capable, sans sacrifier l'animal, au long cours, de caractériser, d'évaluer l'intensité de l'inflammation de la plaque, l'intensité de l'angiogénèse, l'intensité des microcalcifications et l'intensité de l'apoptose. Donc tout ça, ce sont des cibles qui intéressent tout un tas de stratégies thérapeutiques pour venir essayer de limiter la croissance des plaques ou la rupture de la plaque.
Alors, j'ai évoqué le fait qu'on quantifiait. Comment on quantifie? On quantifie tout simplement. Alors ici, c'est une illustration de la détermination de ce qu'on appelle un volume d'intérêt. Alors c'est un patient, c'est un cancer médulaire de la thyroïde, donc c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le cours, mais on a des coupes tomographiques et on va venir réaliser la délimitation des zones qui nous intéressent, souvent sur le scanner. On ne regarde même pas l'image radioactive, on regarde l'image scanner, et on va construire un volume 3D comme celui-là. Et après, tout simplement, l'acquisition en image va nous permettre, dans ce volume, la caméra va nous permettre d'évaluer la quantité de radioactivité que j'ai à l'intérieur. Si on prend l'exemple des microcalcifications, ici j'ai un traceur qui se concentre dans les microcalcifications, on va mesurer dans ces volumes la quantité de radioactivité qui sera le reflet de l'intensité de la microcalcification. Et on peut voir ici, sur des travaux qu'on a fait, l'impact de l'extinction d'un gène sur le processus de microcalcification. Donc on peut évaluer une nouvelle fois, de manière longitudinale et surtout non invasive, l'activation d'un processus et l'effet de notre stratégie, comme ici on diminue les microcalcifications. J'attire votre attention sur le N. Le fait de mesurer sur le volume entier qui nous intéresse diminue fortement le biais d'échantillonnage. On n'est pas sur une coupe histologique d'une lésion, on va prendre toute la lésion dans son ensemble. Donc ça permet de diminuer l'erreur lors de la mesure, de diminuer le biais d'échantillonnage, et ce qui nous permet de pouvoir avoir des effectifs par groupe qui sont très diminués. Alors, un autre point, attention, on n'est pas en imagerie anatomique, c'est une imagerie moléculaire. On ne voit que l'intensité de l'expression de la cible moléculaire que l'on cible. Par exemple, ici, sur un modèle de glioblastome, le glioblastome exprime un petit peu les intégrines, donc on peut le cibler avec le RGD, puis il y a l'angiogénèse. Donc vous voyez la lésion, on voit bien la lésion du glioblastome sur ce modèle murin orthotopique. Sur cette même souris, le lendemain ou la veille, je ne me rappelle plus, si on injecte avec le même isotope, mais on cible une autre molécule, comme le CD146, vous voyez, le signal n'est absolument pas le même. Ici, c'est une tumeur très hétérogène, avec un seul endroit où on a une expression des intégrines ou un seul endroit où il y a une forte angiogénèse, par exemple. Mais en ciblant une autre protéine, qui est l'angiomotine, on voit une tumeur beaucoup plus grande. Ce n'est pas que la tumeur est plus grande, c'est que la tumeur exprime de manière beaucoup plus homogène l'angiomotine qu'elle ne surexprime les intégrines. Et une fois, on peut quantifier ces intensités de fixation. Un des points forts, c'est donc l'évaluation multiparamétrique, c'est-à-dire que sur un même animal et sur des modèles assez complexes pour lesquels on ne peut pas faire énormément d'animaux, on peut aller évaluer l'intensité de différents processus sur un nombre très restreint d'animaux. Par exemple, ici, c'est un modèle de lésion spinale sur lequel on a pu évaluer la viabilité de ma moelle épinière après la lésion et au même endroit, en réalisant l'imagerie le jour même l'après-midi, mais cette fois-ci avec un traceur d'apoptose, on peut voir que dans le trou ici, en fait, là où on a un déficit de fixation de glucose, donc une diminution de la viabilité, on a une lésion apoptotique. Alors une fois, je vous montre des images, mais ce ne sont pas les images qui nous intéressent. À partir de ces images, on va extraire des chiffres, on va extraire la quantité de radioactivité qui aura été piégée, qui sera excusez-moi, je vérifie le temps parce que je suis très bavard, qui permettra d'évaluer l'intensité du processus qui nous intéresse, l'intensité de la viabilité ici, et là, l'intensité de l'activation de l'apoptose. Un autre exemple, c'est une campagne d'expérimentation qu'on a fait avec le professeur Pitou sur un modèle préclinique de rallongement osseux qui est en lien direct avec une problématique qu'on a en clinique. C'est un modèle qui est très long, qui est très difficile à mettre en place. On doit faire une lésion du fémur chez l'animal et on met en place un distracteur et d'écarter tous les jours un petit peu la fente pour pouvoir régénérer de l'os et pour lequel on n'a pas vraiment d'outil d'imagerie à part le scanner. Le scanner nous permet d'évaluer, de mesurer combien d'os a été fabriqué, mais on a pu caractériser, comme vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue moléculaire sur deux processus de manière longitudinale. On a pu évaluer l'ostéogénèse, l'intensité de l'activation des ostéoblastes, mais également, on ne fait pas d'os sans faire du vaisseau, on a évalué l'intensité de l'activation
des processus angiogéniques. Et ça nous permet de maîtriser les modèles et de voir, par exemple, dans une stratégie d'injection de facteurs de croissance pour stimuler le rallongement osseux, sur ce modèle, ça a pu nous montrer que l'impact n'était pas la même de l'administration de facteurs de croissance à la fois sur l'ostéogenèse que sur l'angiogénèse. Alors, si maintenant, pour terminer, on voit qu'est-ce que ça peut nous appliquer sur des modèles beaucoup plus compliqués, tels que l'ischémie cérébrale. Je vais passer très rapidement, mais au cours de l'ischémie cérébrale, il y a énormément de processus qui se succèdent et qui sont tous impliqués dans les lésions post-ischémiques. On a bien sûr la zone de perfusion, la période d'hypoperfusion qui est associée à une hypoxie, une rupture de barrière, une activation de l'apoptose, il y a de la nécrose que je n'ai pas mis, une activation microgliale, la neuroinflammation, une infiltration des cellules périphériques, c'est d'ailleurs dans l'autre sens, et des mécanismes de réparation, la cicatrisation gliale, l'angiogénèse et la neurogénèse. Jusqu'en 2014, pendant une dizaine d'années, on a travaillé sur l'expérimentation animale avec une stratégie de thérapie cellulaire. Et pour évaluer l'effet de nos traitements, on avait les scores neurologiques, la clinique prime, surtout dans ce type d'expérimentation, la clinique prime toujours. Mais lorsqu'il fallait qu'on évalue la taille du volume infarcié, l'angiogénèse, l'apoptose, essayer de trouver les cellules qu'on a injectées, la neuroinflammation, on n'avait que l'histologie. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque temps d'intérêt, J1, J3, J7, J14, par groupe, on devait sacrifier une dizaine d'animaux. Ce qui fait qu'on arrivait à des cohortes d'animaux très importants et surtout aucun suivi longitudinal. Ce qui amène le problème du nombre d'animaux, mais également des biais d'échantillonnage. Et dans nos articles, dans la plupart des articles, on incluait à peu près 90 animaux par article, ce qui est colossal pour répondre à toutes ces questions, mais c'était absolument indispensable parce qu'on avait besoin d'évaluer ces processus à ces différents temps. Lorsqu'on a mis en place l'activité d'imagerie isotopique, on a eu une autre possibilité, c'est-à-dire de bénéficier de tout un tas de traceurs qui permettent d'évaluer par imagerie l'intensité de ces processus. Par exemple, sur l'apoptose, là où à l'époque on devait sacrifier les animaux et faire des Caspase 3 ou du tunnel pour évaluer l'intensité des processus apoptotiques, on dispose d'un traceur qui nous permet par imagerie d'évaluer l'intensité de l'apoptose de manière absolument non invasive. Et là, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? Je vais passer très rapidement, mais on a caractérisé les modèles. C'est-à-dire, on a évalué, le fait de ne pas sacrifier les animaux nous a permis d'évaluer la cinétique d'activation de l'apoptose, pic à J3, de la rupture de la barrière hémato-encéphalique, pic à J2, et également de la viabilité neuronale. Et ça nous a permis, notamment pour la suite, de ne plus qu'étudier la rupture de la barrière à J2, l'apoptose à J3, et la viabilité, la perfusion cérébrale à J14. Donc déjà, ça nous permet de limiter le nombre d'expérimentations. Pour vous montrer, par exemple, cette caractérisation a fait l'objet d'un article qui n'a pas inclus plus d'une dizaine d'animaux. Et ça nous a permis de complètement changer de paradigme sur nos protocoles expérimentaux, où tout à l'heure, je vous ai présenté notre protocole avec plus de 90 animaux. Et ici, c'est un article que le professeur Garrigue a publié il y a quelques années, qui est le premier, je crois, qu'on a sorti en utilisant l'imagerie, qui est sorti dans le journal de référence international d'imagerie nucléaire, où on a évalué tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'apoptose, la rupture de la barrière, ou autre, mais cette fois-ci, par groupe, on arrive à 10, 13, 10 animaux. Donc, on n'est plus dans les 90, 100 animaux, on a rigoureusement réduit. Avec, je ne vais pas le présenter ici, mais en plus, la possibilité, comme chaque animal a pu être exploré pour tous ces paramètres, de faire des corrélations. C'est-à-dire, on faisait de la thérapie cellulaire, on a pu corréler qu'au plus les cellules étaient adressées au cerveau, au meilleur était l'effet sur l'apoptose, sur la rupture de la barrière, ou sur la perfusion cérébrale. Donc, un impact majeur dans nos pratiques. Voilà. Pour conclure, donc depuis quelques années, ça fait une dizaine d'années qu'on a ouvert le centre, mais il commence à y avoir un certain nombre de centres sur le territoire national qui vous permettent de réaliser ces campagnes d'expérimentation. Alors, ce sont des centres comme le CERIMED, le centre que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années, qui sont entièrement dédiés à la recherche en imagerie et dans lesquels on a mis en place des animaleries avec des locaux de chirurgie, d'hébergement et les équipements d'imagerie. Et donc, qui permet de faire, une nouvelle fois, tout de manière longitudinale, où vous pouvez venir, on vient, après obtention de tous les agréments nécessaires, on crée les modèles sur place,
on fait les traitements, on les explore. Et si on veut les voir à 2 mois ce qui se passe, on les héberge encore pendant 2 mois et on peut retourner voir ce qui se passe de manière longitudinale. Alors, la particularité de notre centre, c'est qu'on peut réaliser ces expérimentations chez le rongeur, chez le porc, la brebis, le primate, mais également le patient. Voilà, je vais maintenant passer la parole au professeur Garrigue et je vous remercie pour votre attention. Merci Benjamin. Bon, ben moi, dans la stricte continuité de ce que Benjamin vous a présenté jusqu'à maintenant, j'ai choisi quelques morceaux de la littérature récente pour compléter l'illustration qui est faite de l'utilisation de l'imagerie in vivo et de comment elle contribue aux 3R en expérimentation animale. Alors, le premier exemple que j'avais choisi, et Benjamin vous en a un peu parlé, c'est celui de l'exploration du modèle de fibrose, et notamment de fibrose pulmonaire. L'un des plus connus et des plus décrits, c'est le modèle de fibrose pulmonaire qui est atteint par instillation endotrachéale de bléomycine. Jusque dans les années 2000, on n'avait guère que l'histologie, l'immunohistochimie et la biologie moléculaire pour caractériser ces modèles sur les liquides de lavage broncho-alvéolaire ou sur les coupes de tissu. Dans les années 2000, on commençait à s'implanter et à se démocratiser les microscanners, et ça a été l'avènement de l'imagerie in vivo du petit animal avec déjà des premières modalités morphologiques qui permettaient de donner accès à l'anatomie et à différents degrés de quantification toutes relatives de ce qu'était la densité au niveau du tissu pulmonaire, les volumes pulmonaires qui font l'objet aussi d'exposition à l'air. Et vous constatez déjà au niveau des effectifs que les effectifs utiles n'étaient plus les mêmes. Et le gallium FAPI qui permet par imagerie PET-CT d'avoir une imagerie de l'activation des fibroblastes et d'avoir ainsi une imagerie fonctionnelle et moléculaire qui est totalement complémentaire de toutes les autres choses qui étaient réalisées jusque-là, mais avec un niveau de sensibilité bien meilleur. Autre illustration que je voulais vous montrer, c'est l'application des modalités d'imagerie moléculaire sur des modèles alternatifs. Et un modèle qui a retenu particulièrement mon attention, on avait été amené à présenter un de ces développements avec Benjamin lors du congrès de l'EANM, l'Association européenne de médecine nucléaire, il y a 2 ans. C'est la transposition dans des œufs, donc dans des embryons de poules, de xénogreffes tumorales que l'on est capable d'imager par imagerie PET-CT, et là encore mieux par imagerie PET-IRM. Dans ce papier, alors c'est l'équipe de Jessica Lefleur de l'Université de Ulm qui est particulièrement dévouée sur ce sujet, qui avait fait en 2021 une première étude qui comparait les performances de l'imagerie et de ce modèle dans leur modèle œuf comparé au modèle souris. Alors avec des résultats qui sont totalement discutables, mais bon, eux, ils concluent à une significativité statistique et donc ils en sont très contents. Et depuis, vous trouverez dans la littérature très récente de ces 2 dernières années un nombre assez conséquent de papiers qui ont utilisé cette même technique pour différents modèles tumoraux, mais pas seulement, également pour des développements en recherche cardiovasculaire et où ils appliquent de l'échocardiographie sur ces modèles in vivo. Donc, il ne faut pas oublier que même si on est là pour parler de l'in vivo, eh bien, il y a aussi, en dehors de l'animal, ces modèles d'embryons qui sont assez novateurs. Alors avec évidemment les limites que peut comporter un œuf, et notamment les limites de système clos, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent et qui permettent sûrement d'autant plus ou d'autant moins d'utiliser un nombre correspondant d'animaux. Une autre amélioration dont je voulais vous parler pour l'application des 3R, en imagerie, on génère un nombre considérable de données. Et ces données, jusqu'à maintenant, on avait un peu pour chaque centre tendance à les conserver pour nous. Ça vaut pour les données brutes comme pour les données issues du traitement des images. Et le concept de l'open science commence à être appliqué à toutes ces données que tous nos centres génèrent dans la constitution de bases de données
pour partager les imageries. Et j'ai décidé de vous mettre en lumière notamment ce bel article paru dans Nature Lab Animal, publié par nos collègues lyonnais, petit clin d'œil au passage, et qui ont constitué toute une cohorte de macaques avec une imagerie basale, une imagerie de baseline PET-MR qu'ils ont mise à disposition de la communauté scientifique et que tout un chacun, du coup, à loisir, peut exploiter pour divers traitements d'images ou pour diverses recherches comme il le souhaite. Évidemment, ce concept nécessite des moyens techniques pour le stockage de ces données d'imagerie qui peuvent très vite représenter des volumes très importants. Il y a des impulsions au niveau de certaines universités, au niveau de certaines régions ou au niveau national, comme c'est le cas au travers de France Life Imaging et de ces différents réseaux d'expertise. Vous trouverez d'ailleurs sur leur site d'autres articles qui proposent de mettre à disposition aussi bien des banques d'imagerie cérébrale, par exemple chez le rongeur, que des banques d'imagerie chez la personne humaine. Alors une grande question qui se pose, et Benjamin a commencé aussi à le souligner, c'est l'imagerie. On a souvent tendance à faire en premier confiance à ce que l'on voit et à la photo. Et pourtant, la photo, ce n'est pas toujours vrai. Emmanuel Macron n'a jamais été poursuivi dans un boulevard par des hordes de messieurs en costard ou en colère. Le pape n'a jamais vêtu de doudoune de façon Kim Kardashian. Et comme vous le savez, toutes ces images qui sont générées par l'intelligence artificielle et que l'on nomme deepfake peuvent être utilisées à de bien mauvais escients, et notamment à des fins de manipulation de l'opinion, à des fins de manipulation politique, stratégique et que sais-je. Donc c'est très important de vérifier l'authenticité de nos images. L'un des moyens de les vérifier, comme l'a dit Benjamin, c'est évidemment de ne faire confiance qu'aux quantifications. Mais la mise à disposition des banques de données d'imagerie va aussi dans le sens de cet effort de transparence. Alors qu'est-ce qui fait finalement qu'une image seule en tout cas, c'est pas si intéressant que ça? Il faut revenir juste au fondamental de l'imagerie. Comment on génère ces images? À partir de la caméra, il y a tout un nombre conséquent de données brutes qui vont passer par des ordinateurs, qui vont, via des algorithmes que l'on peut choisir, que l'on peut aussi choisir de développer à loisir, qui vont reconstruire une image. Et donc l'image que l'on a finalement est très virtuelle par rapport à la donnée brute. Ce ne sont que des sommes de projections dans les différentes direction de l'espace. Et ces images, une fois qu'on les a, on peut jouer sur le contraste, on peut jouer sur la luminosité, on peut même effacer des choses, on peut en rajouter. Alors il y a aussi des bons côtés à tous ces développements dans le traitement de l'image. Et je sais si l'intelligence artificielle apporte un progrès conséquent aujourd'hui dans le traitement de l'image, et y compris appliqué aux patients, pour améliorer notamment la valeur diagnostique de l'imagerie, et notamment en améliorant la qualité des images, voire en détectant d'eux-mêmes ou de lui-même les différents foyers tumoraux, par exemple. Mais quand on est à un stade expérimental et qu'on n'est pas encore à utiliser l'intelligence artificielle, l'imagerie réelle, et qu'on se demande, voilà, ce signal que j'ai ici dans la patte de ma souris, finalement, est-ce qu'il correspond vraiment à quelque chose de valable ou pas? Là, on est en imagerie moléculaire, c'est le radiotraceur dont Benjamin parlait tout à l'heure, le gallium CD146 soluble qui cible l'angiomoutine. La première des choses à voir, c'est est-ce en faisant une étude de blocking, donc en ajoutant un excès de ligand froid, est-ce que j'éteins ce signal? Est-ce que mon signal est spécifique? Ça, c'est in vivo. On peut le faire aussi ex vivo ou in vitro, et les méthodes PET sont complémentaires. Les modalités d'imagerie PET et SPECT sont essentiellement complémentaires de plusieurs autres techniques ex vivo ou in vitro, que peuvent être l'autoradiographie, que peuvent être le comptage gamma, et qui vont permettre sur des extraits de tissus, sur des coupes de tissus ou sur des organes prélevés, de compter et d'attester qu'on a bien de la radioactivité et du radiotraceur qui s'est concentré dans tel ou tel organe par rapport à tel autre. Et puis, ça aussi Benjamin a commencé à le dire, nous on croit beaucoup dans les corrélations, et notamment dans le fait, lorsqu'on développe un radiotraceur expérimental, de corréler le niveau de signal que l'on obtient au niveau d'expression de la cible
sur le même tissu évidemment, par une technique de référence. Ici, par exemple, c'était par l'immunohistochimiste et les travaux d'Anaïs Moyon, qui est dans notre équipe de recherche et dans notre équipe de radiopharmacie. Alors, quelques take-home messages. Vous avez vu au travers de la présentation de Benjamin et de la mienne que chaque modalité d'imagerie in vivo a ses avantages et ses limites, qu'il est important de maîtriser, que ce n'est pas parce qu'on fait une modalité d'imagerie qu'on est nécessairement exclusif. Et le mot d'ordre à retenir, c'est que les différentes modalités d'imagerie peuvent être complémentaires entre elles. Et surtout, ces modalités d'imagerie, d'un point de vue scientifique et technique, doivent être complétées d'autres modalités pour compléter, de persuader sur votre message que vous avez à faire passer. On navigue toujours sur cette balance sensibilité-résolution en imagerie. L'imagerie, c'est l'un des outils qui peut contribuer aux 3 R. Après, évidemment, vous avez vu, quand on cumule par exemple un outil tel que la xénogreffe tumorale sur membrane chorioallantoïque d'un œuf, et que l'on est capable en plus de faire dessus de l'imagerie moléculaire, on cumule autant de moyens d'arriver aux 3 R en recherche et développement préclinique. Et puis, au travers de ces dernières diapos, j'espère qu'on vous a convaincu que tout ce qui est formation sur le sujet, que ce soit la formation initiale comme la formation tout au long de la vie, et donc le maintien de compétences, sont indispensables parce que c'est un domaine qui technologiquement évolue très vite. Donc voilà, c'est important aussi bien pour interpréter les publications qui sortent, pour rester critique sur les données auxquelles vous avez accès, que pour votre propre développement, si vous êtes amené à utiliser de l'imagerie in vivo, et je vous le souhaite, que c'est important de continuer à se former. J'avais juste une slide pour montrer un programme de master qui est le nôtre et qui s'attache notamment au développement et à la recherche sur l'imagerie, les agents d'imagerie hétéranostique, entre autres thèmes de médicaments innovants, et dans lequel on inclut d'ailleurs la formation de base pour le niveau B, et dans laquelle, si jamais le sujet évidemment devait vous intéresser, nous sommes tout à fait ouverts aux différentes candidatures, que ce soit pour vous ou vos étudiants. Nous vous remercions pour votre attention.